Ah, la fameuse dissertation. On la surnomme la reine des épreuves. Au baccalauréat, vous avez des dissertes, bien sûr, mais à l'entrée de Sciences Po, vous avez aussi des dissertes. À l'université, dissertes. En classe prépa, disserte. Elle est omniprésente. Pour le peu que vous ayez de la culture générale dans votre cursus, et plus encore si vous étudiez carrément l'histoire, la géopolitique ou les sciences politiques, on peut dire qu'elle sera incontournable et que c'est elle qui décidera de votre réussite ou de votre échec jusqu'à votre entrée dans la vie professionnelle. Alors ça vaut vraiment le coup de la travailler à fond, de maîtriser parfaitement la méthodologie de cette fameuse dissertation, et on y va maintenant. Alors, demandez-vous pourquoi une telle place? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé mieux pour évaluer les connaissances, l'esprit de synthèse et la capacité à structurer sa pensée. C'est pas un exercice fondamentalement difficile, la dissertation, mais on peut dire que c'est un exercice très technique. Donc il faut vraiment être méticuleux, procéder par étapes. Je vous propose, pour mettre tout ça en application et tout vous expliquer, de partir d'un sujet test, un sujet qui est tombé l'an dernier, un sujet de géopolitique qui est tombé au bac de spécialité. Il pourrait très bien tomber dans le supérieur, ce serait exactement pareil. La conquête de l'espace, un enjeu géopolitique majeur, point d'interrogation. Alors, quand on est devant sa copie, quand on a un sujet comme celui-là, la première chose à faire, c'est de réfléchir sur le sujet. C'est ce que je vais appeler la phase de brouillon. Pas plus de un quart du temps alloué à l'épreuve, donc sur une disserte de 2 heures, ça fait 30 minutes, une disserte de 4 heures, ça fait 1 heure. Il ne faut pas rater cette étape, parce qu'en fait, c'est sur le brouillon que vous allez mettre toutes les principales idées de votre introduction qui va vous conduire à la problématique, et puis surtout vous allez faire votre plan détaillé pour savoir ce que vous allez raconter, vous rassurer, puis ensuite quand vous allez rédiger pour gagner du temps, savoir exactement où vous allez. Bien sûr, une bonne dissertation, vous le savez, ça commence par une intro, et l'introduction c'est sans doute le moment le plus critique et le plus technique de votre disserte. Première étape de cette introduction, c'est bien sûr le chapeau d'amorce qui est incontournable, indispensable et qui a vraiment son importance. Tout d'abord, j'utilise une accroche en lien avec le sujet. Bien sûr, il faut réussir à trouver un lien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une accroche? Ça peut être une citation, ça peut être un chiffre, ça peut être une date, ça peut être un exemple, ça peut être un personnage qui va directement nous faire rentrer dans le vif du sujet. Dans cette accroche, il faut absolument bannir les banalités, les généralités du genre « de tout temps, l'homme a, à toutes les époques, ceci », on ne veut pas le voir, ça n'a absolument aucun intérêt. On part de quelque chose de précis, de concret, qui nous fait vraiment toucher du doigt la réalité de ce sujet. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, tout l'enjeu, ça va être de généraliser à partir de cette accroche pour en arriver au sujet lui-même. Donc de servir, je dis souvent à mes étudiants, à mes élèves, servir sur un plateau les termes du sujet. Conquête de l'espace, enjeu géopolitique majeur, point d'interrogation. Voilà, j'ai posé ça. Et ensuite, je vais pouvoir définir les mots du sujet. Alors, je vous donne un exemple pour vous rendre un petit peu compte de ce que ça peut être qu'un bon chapeau d'amorce. Dans une très bonne copie de bac ou d'études supérieures, ça pourrait donner « Nous choisissons d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile », déclarait John Fitzgerald Kennedy en 1962. Cette déclaration, donc premier temps, première accroche. Deuxième temps, cette déclaration sonnait comme un défi alors que l'URSS avait pris l'avantage dans la course à l'espace, mais elle nous interroge. La conquête de l'espace est-elle un enjeu géopolitique majeur? Et là on voit bien, tous les mots du sujet sont apportés, et par conséquent on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est maintenant l'analyse des mots du sujet. Alors, dans l'analyse des mots du sujet, il faut prendre chacun des mots importants et les définir. Qu'est-ce que c'est que définir? Si on a une définition un petit peu type, on va pouvoir expliquer. Je pense à l'espace. L'espace, ça se définit très simplement, selon des critères physiques. Au-delà de la ligne de Kármán, je ne rentre pas dans les détails. Parfois, ça va être pas vraiment de la définition, ça va plutôt être de la caractérisation. Donc, expliquer, tourner autour du mot pour en révéler le sens. Par exemple, ici, dans le mot géopolitique, on peut définir ce que c'est que la géopolitique, mais à mon avis, on gagnerait plutôt à amener la notion de puissance, qui est une notion au cœur de la géopolitique. Donc je vais caractériser, la géopolitique, c'est l'étude des puissances, donc on a différents acteurs qui entrent en jeu dans cette conquête spatiale. Voilà, c'est comme ça que je vais caractériser, donner des caractéristiques de mes mots du sujet pour alimenter ma définition des termes. Cette phase, elle est importante pour pas faire de hors-sujet, bien voir si on a cerné exactement ce dont il est question, et puis pour déjà commencer, sans même s'en rendre compte, à problématiser.
Deuxième chose qui peut vraiment vous aider à bien comprendre le cœur du sujet, c'est le cadre. Cadre chronologique, de quand à quand. Parfois, il est donné par le sujet, et dans ce cas-là, il va falloir justifier pourquoi telle date. Parfois, il n'est pas donné, comme ici, et dans ce cas-là, c'est à vous d'essayer de donner, de trouver quel est le début et quelle est la fin. Pour la conquête spatiale, on est dans un laps de temps entre, on va dire, l'après-guerre, les années 45, missile V2, et puis nos jours, bien sûr, où il se passe beaucoup de choses. Donc il faut le dire. Il faut poser le cadre chronologique. Le cadre géographique, il peut être très important, parfois moins, ça dépend. Ici, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de dire que géographiquement, on a d'abord deux superpuissances, donc on est à l'échelle de deux grands pays, États-Unis, URSS, mais que progressivement, et surtout aujourd'hui, on va avoir une diversification des acteurs, et donc les enjeux géopolitiques de la conquête spatiale, ils vont toucher de nombreuses aires géographiques du globe, notamment dans le contexte de New Space. Bon, alors ça peut paraître un petit peu lourd, cette phase de définition des mots du sujet, mais en fait c'est fondamental parce que ça va vous aider à passer dans la troisième phase, qui est la plus importante et la plus difficile, la phase de problématisation. Petit détail technique, quand je passe d'une phase de l'intro à une autre, je retourne à la ligne pour bien montrer au correcteur que mon introduction est très structurée et ma pensée est très structurée. Troisième phase, problématisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que je réussisse à trouver quel est le problème derrière le sujet posé. L'histoire et la géopolitique, ça repose sur l'étude de problèmes. Donc il faut trouver quel est le problème. Alors il y a deux manières d'aborder ce problème. La manière un petit peu pauvre, mais parfois le sujet ne permet pas vraiment de faire mieux, c'est de bien déterminer le lien logique, le connecteur fort qui existe entre les propositions, les termes du sujet. Bon, ça peut sauver la mise, mais la meilleure manière de problématiser, c'est de trouver le paradoxe qui se cache derrière le sujet donné. J'ai ça, c'est bizarre, ça colle pas, il y a un truc qui va pas. Et dans mon introduction, je vais utiliser des mots qui marquent l'opposition pour bien montrer qu'il y a un truc qui colle pas, pour bien montrer qu'il y a un problème. Ça va être des mots comme mais, or, toutefois, cependant, néanmoins. Ça peut être aussi malgré, ça peut être en dépit de. Il y a plein de manières de marquer l'opposition pour montrer que dans mon énoncé, il y a quelque chose qui colle pas et qui va mériter qu'on s'y intéresse, qu'on enquête, c'est le sens du mot histoire, historia l'enquête, et donc qui va nous permettre de problématiser. Dans le cadre de notre sujet, un enjeu géopolitique majeur, point d'interrogation, je pense que toute la problématisation est dans ce point d'interrogation, parce que évidemment que c'est un enjeu géopolitique, donc pourquoi poser un point d'interrogation? Donc je pense qu'il faudrait partir de ça. La conquête de l'espace, c'est un enjeu géopolitique très fort, mais en même temps qui revêt d'autres dimensions. Il va falloir marquer une opposition et ne pas oublier de traiter ce point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir parler que des enjeux géopolitiques, il va aussi falloir penser à parler des autres enjeux dans notre réflexion pour être bien dans le sujet. Ensuite, mais c'est la chose la plus simple, formuler une question. Une fois que j'ai bien posé mon problème, je peux transformer ce problème en question, et ça devient vraiment une problématique. Si j'ai pas problématisé auparavant, c'est pas une problématique, c'est juste une question, et ça tombe à plat. Alors dans le cas d'un sujet comme celui-là sous la forme interrogative, c'est souvent le cas au concours d'entrée au réseau Sciences Po par exemple, c'est assez fréquent les formes interrogatives. Est-ce que j'ai le droit de reprendre mon sujet tel quel? Alors moi j'aurais tendance à dire à titre personnel oui, s'il y a une bonne problématisation devant, mais je vous conseille quand même, parce que certains jurys préféreront que ce soit comme ça, de reformuler pour tenir compte de ce qu'on aura dit en problématisation. Ça peut donner des questions un petit peu à rallonge, mais c'est plus sûr. Moi, je considère que s'il y a une bonne problématisation, ça y est, le job est fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Par contre, parfois il y a des membres du jury qui sont très attachés au fait d'avoir une belle problématique bien posée, et c'est plus sûr. Retour à la ligne, et on en arrive, à la fin de notre intro, l'annonce du plan. L'annonce du plan, c'est simple, c'est autant de phrases qu'il y a de parties. Si j'ai 3 parties, 3 phrases, clairement délimitées par une majuscule et par un point, pour que ce soit bien clair. C'est des repères visuels qui permettent tout de suite au correcteur de se dire « Ah oui, voilà, ok, quelle est la structure de la dissertation ?» On en arrive maintenant au cœur du travail, c'est-à-dire le développement, et tout d'abord,
quel plan? Alors vous avez compris qu'au brouillon, vous aurez déjà réfléchi à votre plan, hein, sinon vous ne pouvez pas l'annoncer en introduction, on ne se lance pas dans la rédaction si on n'a pas son plan. Alors, quel est le meilleur plan possible? En fait, il y a de grandes familles de plans. Là, le premier plan, celui qui souvent nous facilite la vie, mais il faut beaucoup de connaissances pour bien le traiter, c'est tout simplement le plan chronologique. Le plan chronologique, je vais découper dans mon cadre chronologique des moments de rupture, mais aussi des moments d'évolution, et je vais être capable de tronçonner ma période en 2 ou en 3 parties. La règle, c'est assez important, je vais quand même bien insister dessus, la règle en histoire, le top du top, c'est 3 parties, 3 sous-parties, mais on ne vous en voudra pas si vous ne faites que 3 parties et 2 sous-parties, et on ne vous en voudra pas non plus si vous faites 2 parties, 3 sous-parties, ou 2 parties, 2 sous-parties, parce que l'important c'est d'avoir un plan qui tiennent la route. Alors si vous étiez en train de passer l'agrégation d'histoire, je ne tiendrai pas le même discours, hein, c'est 3 parties, 3 sous-parties, mais pour le bac, pour la licence, même pour les classes prépa, bon, on peut avoir des plans un peu plus originaux, sachant que le top reste le 3 parties, 3 sous-parties, et en fait c'est logique parce que ça va permettre de vraiment encore mieux structurer sa pensée. Notez que Sciences Po, les IEP, les études de sciences politiques, sont plutôt adeptes du plan en 2 parties, de type pour, contre, thèse, antithèse. Les historiens n'aiment pas beaucoup ce plan-là, mais c'est quelque chose qui se trouve, et notamment dans certaines études, donc il faut l'avoir en tête. Justement, deuxième type de plan, c'est ce fameux plan dialectique, pour, contre, puis à la fin une espèce de synthèse, on l'appelle parfois thèse, antithèse, synthèse. Alors c'est un plan qui est souvent facilitateur pour développer votre pensée, parce que logiquement, vous allez devoir argumenter pour, contre. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on a parfois beaucoup de répétitions, et puis des oppositions factices. D'abord on dit oui, puis après on dit tout le contraire de ce qu'on vient d'expliquer. Donc vous avez le droit de faire un plan dialectique à condition de lui donner une grosse coloration thématique, de dégager de grands thèmes qui vont bien structurer votre réflexion en 3 temps. Alors justement, le troisième type de plan, c'est le fameux, c'est le plus courant, et il y a une infinité de possibilités, c'est le fameux plan thématique. On décompose notre sujet en 2 ou 3 grandes parties, 2 ou 3 grands thèmes. Alors là, attention, le danger du plan thématique, c'est le plan tiroir. C'est-à-dire, je parle d'abord de ça, je ferme mon tiroir, je parle de ça, sans qu'il y ait de lien logique. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'il n'y aura pas de réelle réflexion. On va être juste dans la récitation, c'est pas terrible non plus. Donc 3 grands types de plans qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Si je récapitule simplement, le plan chronologique, il est souvent excellent, mais il demande beaucoup de connaissances et du recul pour être capable de dégager les moments de rupture. Le plan dialectique, attention, pas être trop dans l'opposition, être toujours dans la nuance, notamment en apportant des thématiques. Il est dans ce cas-là accepté. Et enfin le plan thématique, qui est le plan en fait le plus courant, mais attention, gare au plan tiroir, qui est catastrophique, parce que du coup on n'a plus de lien logique et on n'a plus de démonstration. Alors je commence mon développement, mon grand 1, et ma première phrase doit rendre parfaitement compte de la teneur de ma première partie. C'est pour ça qu'on parle de phrase titre. Je vous donne un exemple, si ma première phrase, dans le cas de la conquête spatiale, ce serait grand 1, la guerre froide, une période d'affrontement majeur entre puissances. Bon, il ne faudrait pas que ce soit écrit dans votre copie grand 1, souligné ce que je viens de dire, il faudrait que ce soit rédigé. La guerre froide est une période majeure d'affrontement entre les superpuissances américaines et soviétiques. Point. Voilà. Un point, et je sais exactement que c'est de ça que ça va traiter. Parce que le correcteur, il va feuilleter votre copie, et il va lire la première phrase du grand 1, la deuxième du grand 2, la troisième du grand 3, il va voir s'il y a une cohérence. Une fois que j'ai annoncé ma première grande phrase titre, il y a 2 écoles. Si on est dans le supérieur, on peut, parce qu'on a plus le temps, faire une petite introduction, une petite amorce qui va nous résumer un petit peu les grandes orientations, les grandes sous-parties à venir. Bon, clairement, pour l'agrégation par exemple, c'est plutôt mieux. Pour le bac, on n'a pas le temps, on passe directement à une deuxième phrase qui est la première sous-partie. Donc une phrase sous-titre en fait, dans laquelle je vais annoncer de quoi je vais parler dans ma première sous-partie. Bon. Si ma dissertation est longue ou si je le sens bien, je peux ensuite structurer ma sous-partie par 2, 3 ou 4 idées directrices. Il n'y a pas d'obligation au niveau du bac,
Par contre, si vous êtes en prépa ou si vous préparez le CAPES ou l'agrégation, l'ordre, hein, l'emboîtement, c'est grande partie, sous-partie, idée directrice. Au niveau du bac, comme ça va très très vite, on peut avoir de bonnes sous-parties avec de bonnes idées et ça suffit. Alors maintenant, il va falloir défendre ces grandes idées, défendre les phrases titres que j'aurais énoncées, et ça va être tout le travail de rédaction. Comment on fait? Eh bien, il va falloir utiliser des exemples, et on attend vraiment dans une bonne copie d'avoir des exemples développés. Il n'y a rien de pire que des exemples évacués rapidement, pire du pire, entre parenthèses, ça, absolument pas. Quand j'ai un exemple, je prends le temps de le développer. Qui, où, à quelle période, quels acteurs, quels enjeux. Je peux très bien développer un exemple sur 4, 5, 6, 7, 8 lignes. Pourquoi pas? Attention non plus à pas dans de la récitation pure. Hein. Il faut toujours que ça serve l'argumentation et qu'il y ait un rythme. Hein. Il ne faudrait pas non plus esprit de synthèse. Hein. Il ne faut pas non plus que ce soit trop long. On peut très bien développer des exemples sur 4, 5, 6 lignes. Au contraire, si vous avez de quoi alimenter l'exemple, ce sera bien vu. Ensuite, on a des citations, on a des chiffres, on a des définitions. Et les définitions warning, il faut vraiment dans votre copie, et ça c'est valable à tous les niveaux, hein, du bac jusqu'à l'agrég, il faut vraiment qu'on voit que vous maîtrisez parfaitement le vocabulaire. L'historien, c'est celui qui maîtrise d'abord parfaitement le vocabulaire historique. Clairement, le géographe, c'est celui qui maîtrise d'abord parfaitement le vocabulaire géographique. Le géopoliticien, c'est celui qui maîtrise d'abord parfaitement le vocabulaire de la géopolitique. Donc vos copies doivent utiliser les notions et doivent prendre le temps de définir les notions. Si j'utilise le mot mondialisation, eh bien je définis la mondialisation et la mise en relation généralisée des hommes et des économies à l'échelle de la planète. Je prends le temps de le faire, c'est important. Une fois que c'est défini, on n'y revient pas. Mais la première fois que j'utilise une notion importante, il faut absolument la définir. Troisième point, je suis attentif à la chronologie. Il faut absolument dans une dissertation, et surtout en histoire, en géopolitique, mais aussi en culture générale, il faut absolument nous dire de quelle période on parle. Les choses évoluent dans le temps, et qu'est-ce qui est valable à un moment n'est pas valable forcément à un autre moment. Donc il faut toujours que le correcteur, et que dans votre pensée ce soit clair, on est dans telle partie de l'histoire. Il faut dater. On ne peut pas se permettre d'avoir toute une page sans aucune indication de temps, c'est catastrophique. Alors c'est pas forcément des jours ni des années, hein. Ça peut être des périodes, pendant la guerre froide, au XXe siècle, au début du XIXe siècle, au Moyen-Âge. Ça peut être des périodes, mais il faut absolument des indications de temps. Pareil en géopolitique, des indications d'espace, parce que parfois ce qu'on est en train de développer est valable pour un continent africain, mais ce serait pas du tout valable par exemple pour le continent asiatique. Donc être capable aussi de caractériser dans l'espace de où je parle. Quand on combine toutes ces informations-là, en fait on se rend compte qu'on est en train de dérouler des pages, et c'est comme ça qu'on est capable de faire à l'agrég par exemple des copies de 24 ou 25 ou 30 pages. Il faut dire qu'on a 7 heures, hein, et ça passe super vite et ça se déroule tout seul. Une fois que le fil de la pensée est bien placé, qu'on a vraiment une bonne structure, ça va tout seul. Entre mes sous-parties, je saute des lignes, et à la fin de ma première partie, je fais une transition. La transition, ça j'y tiens, même au bac déjà, on fait une transition à la fin de la première grande partie avant de passer à la deuxième. Pourquoi? Pour qu'il y ait vraiment de l'articulation, pour éviter cet effet tiroir qu'on a parfois, où il n'y a pas de connexion logique. Ça, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment à éviter. Vous avez rédigé votre grand 1, votre grand 2, votre grand 3, bravo. On passe maintenant à la conclusion. Alors la conclusion, en général, on est content, oui, mais quand même, à ne pas négliger, à ne pas rater. La conclusion, c'est très technique aussi. D'abord, je rappelle ma problématique et j'y apporte une réponse synthétique. Grand maximum une demi-page. Et ensuite, deuxième temps, je propose une ouverture sous une forme de question, hein, typiquement. Nous avons évoqué ceci, mais nous pourrions aussi évoquer cela, hein, sur la conquête de l'espace, l'enjeu géopolitique. Nous avons évoqué la conquête de l'espace comme enjeu géopolitique majeur, mais il faudrait aussi s'intéresser aux mers et aux océans, qui sont des nouveaux espaces de conquête particulièrement disputés. Voilà, bon, ça en général vous faites très bien, c'est pas le plus difficile. Bravo, vous avez terminé votre dissertation. Si vous avez été très méthodique, vous devriez réussir, à condition d'avoir des connaissances. Donc je veux vraiment pas finir cette vidéo de méthodologie sans vous mettre l'échelle que j'utilise avec mes propres élèves, mes propres étudiants,
Qu'est-ce que c'est qu'avoir des connaissances? Je vous ai fait une échelle en 6 points. Premier point, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Là, c'est très mauvais signe, parce que vous aurez beaucoup de mal à remplir, ce sera du blabla, ce sera du baratin, et vous risquez pas d'avoir une très bonne note. Deuxième niveau, quelques définitions et exemples. Bon, on sauve les meubles, mais il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup. Troisième niveau, définition, date, lieu, exemple précis. Et vous voyez que je suis qu'au point 3, sur une échelle de 6. C'est-à-dire que à la limite, c'est ce qu'on attend, c'est normal. Vous êtes étudiant en licence, encore plus en prépa, vous êtes en spécialité, on attend de vous d'avoir ça, c'est la base. Mais c'est pas suffisant pour que la copie soit vraiment excellente. Pour passer à l'étape suivante et vraiment avoir une copie qui soit parmi les meilleures possibles, il y a différents grades qu'on va pouvoir obtenir. Développer des analyses complexes, dans lesquelles on va être capable de nuancer, de critiquer, de dire un point et de le contrebalancer. Ça, c'est très très bien vu, mais malheureusement, c'est trop rare, avoir un propos nuancé. Et enfin, dernière étape, alors moi j'abreuve mes élèves et étudiants de ça, parce que je sais que c'est toujours très valorisé, mais faire référence à la recherche. Qui sont les grands historiens, qui sont les grands penseurs, qui sont ceux qui ont vraiment développé une pensée, ce qu'on appelle de l'historiographie, qui ont écrit l'histoire, écrit la géopolitique sur mon sujet. Faire des références à la recherche, là c'est vraiment le jackpot dans une copie, et c'est ce qui fera la différence, c'est ce qui fera les meilleures copies. Je pense par exemple à un concours comme celui pour entrer à Sciences Po, bombardé. Quand on voit des copies d'étudiants de Sciences Po qui préparent la grecque par exemple, ça bombarde de références. Et en fait, si vous réussissez à faire ça, à donner beaucoup de références bibliographiques, comme ça, de travaux, de référence à la recherche, ce sera très très bien vu. Mais là, attention, pour le niveau bac, on est vraiment pour des copies d'exception. On est d'accord qu'on peut faire une très bonne copie sans aller jusque-là. Dernier point, et non des moindres, la question de l'expression écrite. Alors je suis désolé, je le dis à la fin, parce que j'en aurais peut-être fait fuir certains si je l'avais dit au début, mais malheureusement, la dissertation est une épreuve qui est très discriminante sur le plan de l'expression. Les élèves qui ne maîtrisent pas la syntaxe, qui font beaucoup de fautes d'orthographe, sont toujours pénalisés. Et c'est quelque chose qu'on observe toujours. Beaucoup de correcteurs, et à mon avis quand même à raison, sont très sensibles au niveau d'expression écrite. On ne peut pas se permettre d'avoir un historien qui fait énormément de fautes d'orthographe, d'avoir un chercheur en histoire qui fait plein de fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. Non, parce que l'histoire et même la géopolitique, ce sont des matières littéraires dans lesquelles on développe une pensée par la maîtrise de la langue. Donc il faut absolument faire attention à ça. Dans une copie au concours d'entrée à Sciences Po, au-delà de 3-4 fautes par page, ça joue vraiment très fortement en votre défaveur. Et on dit, je ne sais pas si c'est un mythe, une légende urbaine ou pas, mais on dit qu'à la grecque d'histoire, au-delà d'une faute par page, c'est éliminatoire. On ne peut pas avoir la moyenne à l'écrit. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Je pense que cette vidéo, elle est riche, il y a beaucoup d'éléments, j'ai fait des petits visuels pour vous aider, mais il y a tout. Si vous maîtrisez ça, je vous garantis, vous réussirez la dissertation. Si vous voulez que je vous rédige toute l'introduction de la disserte sur la conquête spatiale, vous me le dites en commentaire. Si j'en ai un certain nombre, je le ferai. Je ne vais pas le faire si j'en ai que un ou deux qui me demandent, ça me va quand même demander du travail. Mais si vous êtes nombreux, déjà vous êtes allés jusqu'à la fin de la vidéo, merci. Et je le ferai pour vous, mais demandez-le moi. Sur ce, il me reste à vous souhaiter bon courage dans votre travail, dans vos révisions, dans vos études, et à vous donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo. La prochaine, a priori, ce sera sur les régimes totalitaires, donc histoire du XXe siècle. Et il y a un gros programme qui vous attend sur la chaîne. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. À bientôt!